représente le monde des entreprises. Moi, je suis DRH depuis quasiment toujours. Donc, j'ai fait le choix du salariat. J'ai un fils qui est freelancer, donc j'apprends beaucoup avec lui aussi. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai choisi aussi, j'ai levé la main dans mon entreprise pour dire j'ai envie de travailler sur un projet complètement nouveau, et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. D'ailleurs, je vais prendre ton accroche et en profiter parce que tu as un intitulé de poste qui est unique. Tu es Global Project Lead pour l'On-Demand Workforce chez Schneider. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que recouvre le scope finalement de ce poste et peut-être en remontant un peu le temps, l'histoire derrière la création de ce poste et quel a été l'élément déclencheur finalement chez Schneider pour être dans cette démarche vis-à-vis du freelancing? Je vais peut-être dire un mot de Schneider Electric, je ne suis pas sûre que vous connaissiez. Donc, Schneider Electric, c'est un grand groupe français à l'origine, donc on ne fabrique pas des ascenseurs ni des télés. On est spécialisé dans tout ce qui est gestion de l'énergie et aider nos clients à réduire leurs émissions de carbone, ce qui est plutôt dans le monde de la sustainability. Donc on a un groupe qui se développe plutôt bien. On est 150 000 collaborateurs, donc évidemment quand je dis ça, ça fait peur à des profils comme vous parfois. Mais ceci dit, ça regroupe une variété énorme de profils et on se trouve confronté à des enjeux de talent qui font qu'on réfléchit aujourd'hui à finalement, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à ce qu'on appelle l'entreprise étendue et se dire qu'on peut trouver aussi des ressources, pas simplement des gens qui ont envie de venir chez nous pour être salariés, mais aussi des gens qui ont fait un autre choix, qui ont de l'expertise. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'expertise et la spécialité, qui vont pouvoir venir contribuer de façon, je dirais, ponctuelle, mais très ciblée dans nos équipes, à la fois pour apporter un regard nouveau, une façon de rester obsolète. Je reviens sur les mots de Marie, où est-ce qu'elle est. Voilà. Il faut rester tout le temps curieux, y compris dans les entreprises, pour rester, je dirais, dans la course et pas se faire distancer par la concurrence. Donc, s'appuyer sur des gens comme vous, et aussi se dire, finalement, le salariat, c'est pas forcément un choix définitif. Et on a aussi des collaborateurs qui nous disent, nous, on aimerait bien aussi avoir une entreprise entrepreneuriale. Donc, moi, je crois beaucoup à cet échange à l'avenir entre les deux, entre le monde des expériences différentes. Je choisis à un moment donné d'être peut-être indépendant, mais je vais peut-être aller voir dans une entreprise, me côtoyer à un collectif et apprendre aussi des choses nouvelles et peut-être ressortir après. En tout cas, c'est des tendances que l'on observe très fortement aujourd'hui. Alors, l'histoire et la genèse de pourquoi j'ai eu un job avec un titre aussi alambiqué que celui-là, je vais revenir. En fait, on a un collègue RH qui est parti aux États-Unis pour être DRH d'une division et il avait été frappé de voir à quel point aux États-Unis le freelancing est quelque chose qui est extrêmement développé. Et avec des études qui démontrent que c'est une aspiration non seulement profonde, mais aussi une réalité, et qui allait se développer de plus en plus. Il s'est dit, mais on est confronté à une pénurie de talents, et pourquoi nous, Schneider, on veut absolument uniquement toujours penser ce qu'on appelle le buy, c'est-à-dire acheter des compétences en les faisant venir comme salariés, et pourquoi on ne s'appuierait pas sur des gens différents. Donc il est revenu un an plus tard ou 2 ans plus tard en France, dans un autre poste, et alors il a évangélisé, mais je peux vous dire, parce que moi je l'ai entendu dans les premières fois, donc je suis assez curieuse, donc quand il est rentré, je suis allée écouter ce qu'il disait, et il a mis 1 an, je dirais, à évangéliser, à faire des conférences entre guillemets en interne en disant au RH, on passe à côté d'un événement, attention, on ne peut pas penser qu'au salariat, et ça vaudrait le coup. Il y a des plateformes qui existent, en Europe il y a Malte, et donc petit à petit il a fait rentrer l'idée que ce serait intéressant qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle le pilier borrow en anglais, c'est-à-dire essayer aussi d'emprunter de la compétence de façon ponctuelle pour couvrir des besoins que l'on aurait en interne. C'est quand on fait la stratégie RH, on fait ce qu'on appelle des strategic workforce planning, on essaie d'anticiper quels sont les besoins en ressources dont on a besoin aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Alors, on ne le fait pas toujours très bien, mais ça devient de plus en plus critique. Vous avez dû en entendre parler chez vos clients. Le raisonnement sur les skill-based, en fait, le raisonnement sur les compétences devient de plus en plus critique. Encore une fois, parce que la compétence devient de plus en plus pénurique.
Et comme on travaille de plus en plus en projet dans les entreprises, on a besoin d'avoir de gens qui soient capables d'apporter dans les projets un niveau de spécialité ou d'expertise qu'on n'a pas toujours en interne. Donc on s'est dit qu'il faut creuser, on peut acheter de la compétence, c'est-à-dire avoir des salariés qui viennent. On peut, évidemment, on doit build, c'est-à-dire construire et développer les compétences en formant les gens en interne. Mais aussi, il y a un troisième axe, c'est emprunter cette compétence. Alors là, la petite histoire, c'est que nous, les RH, en général, on ne s'occupe pas du tout de ça, puisque c'est les achats qui s'occupent de négocier les contrats avec ce qu'on appelle les contracteurs. Donc c'est plutôt passé par des boîtes externes qui nous amènent de la compétence pointue à un moment donné. Ça, c'est les achats. Donc nous, on n'a aucune idée de qui vient en contracteur ou pas, les compétences qu'ils en ont. C'est rien, on ne s'en occupait pas. Alors les freelancers, j'en parle même pas, puisque c'est des gens qui nous sont totalement invisibles quand on est RH. Parce que là aussi, ça passe par des contrats d'achat. Et pire, dans un groupe comme le mien, un groupe industriel très structuré, les achats avaient passé des mots d'ordre. S'il vous plaît, on arrête de faire des petits contrats qui sont impossibles à gérer dans un groupe comme le nôtre. Donc, on oublie ça. Et les freelancing, ça se faisait un peu, je veux dire, sous le manteau. Et quand on conjugue ça maintenant avec des plateformes digitales qui font le matching, comme Malte, entre ces compétences externes, vous, les freelancers, et nos besoins en interne, ça commence à être très intéressant. Parce que pour les achats, ça veut dire qu'on contracte avec un seul prestataire ou quelques-uns, qui va sécuriser aussi la partie contractuelle, qui va permettre aussi de sécuriser les notions de cybersécurité, qui sont très importantes dans des grands groupes qui sont victimes très régulièrement de cyberattaques. Il y a la réflexion sur la data protection, la data privacy, donc tout ça, il faut que ce soit bien calé. Et il faut trouver un moyen de contractualiser aussi qui soit simple pour nos managers, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas obligés de traiter un contrat avec chaque personne qui vient dans l'entreprise. L'intérêt pour nous, dans les grands groupes, de passer par des plateformes, c'est que ça nous simplifie la gestion administrative. Ça nous donne aussi, ce qu'on n'avait pas les RH, c'est pour ça qu'on est intéressé, une grande visibilité sur les compétences qui viennent, en fait. Donc on peut suivre avec eux quelles sont les compétences, quels sont les types de métiers, et donc ça nous permet aussi de piloter davantage cette espèce de pilier dont je vous ai parlé, le borrow, qui est d'emprunter des compétences. D'où j'arrive, pourquoi j'ai le titre de Global Project Leader on Demand Workforce, c'est de se dire, est-ce que finalement, des personnes qui sont comme vous, des freelancers, ne seraient pas une main-d'œuvre, entre guillemets, au sens positif, pas du labeur, alternative, qu'on aurait intérêt à regarder de façon stratégique pour couvrir des besoins en ressources critiques. Voilà. Donc, il a été décidé de nommer quelqu'un à temps plein. Donc, je suis en mission. Donc, moi, j'ai une mission dans mon entreprise. Donc, j'ai une espèce de contrat sur 18 mois, si vous voulez, un peu comme vous. Sauf que je suis salariée, donc c'est plus confortable, évidemment. Et donc, donc, plusieurs choses. Hein. C'est de se dire, on a lancé des pilotes en France et en Europe avec Malte, qui sont en train d'être très reconnus, en fait. Et continuer à développer ces pilotes-là au niveau européen et en France. J'ai aussi un rôle de coordonner ce qui se passe aux États-Unis. On a des accords avec deux sociétés. Il y en a une qui s'appelle Catalan, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait du consulting en freelance, et une autre qui s'appelle TopTal, qui n'est pas une plateforme, qui est une agence de recrutement de freelance, qui est très connue aux États-Unis. Et on a des expériences aussi en Inde. Donc on fait des expériences dans 3 marchés différents, plus l'Europe, et on se dit, regardons ce que ça va donner et essayons d'avoir une vision stratégique. Et l'autre point que j'ai aussi à faire, c'est de faire en sorte de continuer à faire de passer, je dirais, à scaler, comme on dit dans votre monde. Donc, c'est-à-dire de sortir d'un mode pilote où on expérimente pour en faire quelque chose d'un peu plus construit, qui devienne, je dirais, une norme dans l'entreprise, d'aller chercher de la ressource de façon ponctuelle. Voilà ce que je peux dire. Marie, par rapport à cette évolution dont tu as déjà parlé, de justement aller vraiment sur la recherche de compétences précises, cette notion de borrow finalement, qu'est-ce que ça implique en termes de conduite du changement en interne chez Schneider finalement? Oui, ben c'est ce à quoi je me trouve confrontée aujourd'hui, c'est qu'en fait, nos managers n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des freelancers
Chez nous, ils ont plutôt l'habitude de travailler avec ce qu'on appelle les contracteurs, comme vous avez expliqué, donc ils passent par des sociétés de prestations à l'extérieur. Et alors, ce qui les perturbe, et je trouve très intéressant cette notion de flexibilité, et aussi c'est votre choix, c'est de ne pas avoir des gens à temps plein 5 jours sur 7, par exemple. Pas forcément sur le site, parce que dans une société comme la mienne, on est habitué à travailler à distance. Et alors on a dit, non mais comprenez que le freelancer, vous n'êtes pas le seul client, donc il va peut-être venir que 2 jours, ou venir que quelques heures, mais il va vous apporter une compétence spécifique. Donc il faut apprendre à raisonner, non pas poste, mais compétences. Donc là c'est un travail qui a à faire d'explication en fait. Alors ceux qui ont essayé, ils sont très contents, ils disent ah oui je comprends. Mais les autres, ils se disent, ah oui, donc il ne va pas être là 5 jours sur 7, je ne peux pas lui demander un poste complet, ça va être juste un bout. Donc ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir en termes de mission, ce que vous connaissez vous par cœur, et non plus en termes, encore une fois, de poste complet avec, bien sûr, un corps d'intervention, mais des choses autour dans les entreprises. C'est comme ça que ça marche. Donc je pense que ce qui se passe avec ceux qui ont fait l'expérience, c'est qu'ils voient à quel point vous pouvez apporter de la connaissance rapide. Alors, ils sont impressionnés aussi sur la capacité d'intégration, parce que ça fait toujours un peu peur de prendre des gens de l'extérieur. Est-ce qu'ils vont comprendre c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont comprendre le business? Est-ce qu'ils vont comprendre la culture? Est-ce qu'il va falloir que j'emborde 50 000 gars alors qu'avant j'en avais pas beaucoup? Mais une fois qu'ils ont fait l'expérience, c'est positif. Donc, de votre côté, je pense que peut-être que vous ne le réalisez pas énormément, mais plus vite vous arrivez à vous intégrer, c'est une de vos grandes forces, à démontrer que vous apportez de la valeur, et ce qui est très apprécié, c'est le regard aussi nouveau. Alors, évidemment, vous êtes toujours à la pointe de ce que vous apportez, mais vous apportez aussi un regard extérieur de par toutes les interventions que vous faites auprès de vos clients. Donc ça, c'est valorisé. Mais ça demande de la conduite du changement et à l'interne pour changer les habitudes. Il faut déconstruire la façon de faire. Marie, alors tu évoquais la phase de test et d'expérimentation chez Schneider en cours. Donc la question pour Schneider ne se pose pas forcément déjà sur la notion de fidélisation ou d'animation d'un pool de freelance. Peut-être déjà, mais peut-être avant ça déjà, la constitution de ce pool de freelance. Comment est-ce que tu l'abordes en interne et quelle est la perspective qui est donnée à cette démarche finalement? Est-ce que d'entrée de jeu, il y a cette notion de collaboration durable qui est encouragée? C'est un peu le but, hein, puisque alors quand on travaille dans une entreprise, on est fier de travailler pour un collectif, on a parlé des valeurs. Moi je trouve que c'est pas tellement galvaudé, hein, parce que la culture d'une entreprise, c'est aussi les raisons pour lesquelles les gens y viennent et y restent. Et moi, si je suis restée, ça fait 17 ans que je suis chez Schneider, j'étais jamais restée aussi longtemps dans une autre société, c'est parce que je me retrouve dans mes valeurs, j'ai pu faire carrière, je continue à pouvoir apprendre, quel que soit l'âge que j'ai, et j'ai le plaisir de travailler avec des collègues du monde entier. Pour moi, ce qui est très important en dimension internationale. Et par rapport à ce que vous dites, nous, les freelanceurs, l'intérêt, c'est aussi qu'ils se sentent bien dans notre entreprise. D'ailleurs, c'est la question des managers. Comment on va pouvoir les intégrer rapidement? Et j'ai déjà on m'a remonté des cas d'une personne qui en a fait revenir 4 fois sur du marketing et communication. Il a demandé aux freelanceurs, est-ce que tu as des copains ou des gens que tu connais que je pourrais recommander? On a 2 ou 3 cas aussi de managers qui ont recommandé le freelancer en disant il est super bon, faites appel à lui. Et moi, la vision que j'ai, et c'est aussi une discussion qu'on a eue avec Mal, c'est comment après on peut animer une communauté de freelance qui puisse mieux comprendre notre entreprise, ce que l'on propose, les compétences dont on a besoin, pour que vous puissiez vous sentir partie prenante de cette aventure, en sachant que votre choix, je crois qu'à 90%, les gens ne veulent pas devenir salariés. C'est pas tellement le problème, mais c'est le temps où vous contribuez, vous puissiez apporter votre valeur ajoutée, tout en vous sentant bien dans une entreprise. Tellement bien que nous, on a dit à Malte, on veut qu'ils signent la charte, aussi un peu de valeur que l'on a, ou des règles de conduite, parce que c'est super important pour nous, que, y compris les gens qui viennent de façon temporaire, adhèrent le temps qu'ils soient là à nos valeurs.
justement, comment est-ce que ce sujet est abordé, Marie, chez Schneider? C'est central, tu avais évoqué la question des achats déjà. Cette balance, cet équilibre finalement à trouver entre agence, cabinet et finalement la collaboration qui va passer par Malte avec les freelances. Si tu peux nous en dire quelques mots. Le contexte économique compte. Je vois que maintenant, une des objections que l'on a, c'est nous, on est une entreprise où on regarde de près nos coûts. Et il y a la question, mais est-ce que finalement, ça ne va pas être un coût additionnel de passer par le freelance alors qu'on faisait du contracting? Donc, on explique la différence entre, pour nous, le contracting et le freelance. Notamment, le contracting, généralement, c'est pour des missions beaucoup plus longues qui vont au-delà d'un an et qui sont plutôt récurrentes, en fait. Du freelancing, c'est vraiment vous couvrir des besoins. Et notamment, on donne des exemples où, je pense sur les marchés nordiques, ils arrivaient, les commerciaux avaient du mal, les grands comptes, à conclure des affaires, répondre des appels d'offres parce qu'ils n'avaient pas des connaissances particulières, ils ne trouvaient pas les ressources sur des marchés spécifiques. Notamment, on a eu une demande une fois sur le marché de la viande. Bon, il se trouve qu'à l'interne, on ne connaît pas le marché de la viande. Et quand on a un freelance qui connaît ce marché par cœur, ça permet aussi de conclure plus rapidement une vente. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt de montrer la valeur complémentaire qui sera apportée par du freelance, plutôt que de comparer les coûts avec le contracting. Ce que font les managers, quand même. Ils disent « Ah, mais le TJM, quand je regarde avec ce que je fais pour le contracteur, c'est plus cher. » Ils disent « Ou c'est moins cher. » En général, ils râlent quand c'est plus cher. Et en fait, c'est là, quand ils ont testé, ils se disent « Ah, mais oui, c'est une vraie expertise. Donc, ça va peut-être plus vite, ou je peux déconstruire pour pas le prendre à temps plein. Donc, finalement, ça me coûte à peu près la même chose ou moins cher. » Mais je pense que la réflexion qu'on essaie d'avoir, c'est la valeur que le freelancing apporte versus un coût additionnel. Mais cette notion du TJM qui est un peu nouvelle chez nous, parce que quand on négocie avec les contracteurs, le manager, il négocie pas le prix, en fait. Bon, ça a été négocié par les achats. Là, il y a une discussion individuelle auquel ils sont pas forcément habitués. Mais quand le freelancer a démontré sa valeur, en généralement, c'est plus un sujet. Il y a quelque chose aussi qui, c'est pas exactement le sujet, mais qui m'a frappé, c'est au niveau de changement des habitudes, pour des managers comme nous, c'est la réactivité qui est un problème. On s'est aperçu que des 2/3 des missions qui avaient planté, en fait, avec Malte, c'était la faute de Schneider. Et quand on a creusé, c'est parce que la mission n'avait pas été assez claire, mais aussi qu'ils n'ont pas répondu assez vite. Ils n'ont pas l'habitude de répondre dans les 48 heures. Donc là, on a un travail d'éducation parce qu'on leur dit le freelancer, il est libre, en fait. Donc, il choisit ses clients et si vous répondez pas rapidement, vous allez perdre. Alors, ceux qui ont fait l'expérience se disent « Ah oui, mince, je ferai attention la prochaine fois ». Et quand vous êtes avec des gens des grands groupes aussi, il y a cette notion de temps qui n'est pas exactement la même. Donc c'est une adaptation à trouver, nous pour les faire accélérer, et vous parfois peut-être vous dire s'ils ne répondent pas dans 2 jours, c'est pas parce qu'ils ne m'intéressent pas. Je sais pas, voilà. Ils ne sont pas intéressés par moi. Moi je dirais que, je l'avais dit un peu à l'introduction, mais je crois fondamentalement à l'entreprise étendue, c'est-à-dire à la gestion d'un pool de talents open. Donc c'est exactement ça. Dans toutes les études qu'on peut lire là-dessus en stratégie people RH, c'est quand même quelque chose qui monte. Et c'est un fait de société aussi. C'est-à-dire qu'il y a des aspirations, c'est très vrai dans les jeunes, mais pas que chez les jeunes, une aspiration à de la flexibilité, à de la liberté et à choisir. Donc, comme on est dans un monde de grande compétition, si on ne laisse pas de la place à des gens qui ont décidé d'avoir de l'expertise différente et qui viennent de façon contourner les entreprises, je pense qu'on va se faire distancier. Donc, il y a une guerre des talents. Vous pouvez la saisir, je pense. Moi, la condition que j'y mettrais, c'est l'expertise. C'est-à-dire, dans les grands groupes, on va pas aller dans la gig economy, où on va payer à la tâche, ça nous intéresse pas, et c'est pas notre vocation.
En plus, ça pourrait avoir une image sur notre e-reputation, notre réputation tout court. Donc, ce qu'on va chercher, c'est vraiment l'expertise. Avec des gens qui se pluguent, en fait, qui arrivent et qui rentrent dans l'entreprise, qui comprennent et qui feront partie, effectivement, de groupes de travail. Donc ça, j'y crois beaucoup. Alors nous, on s'est donné, enfin, ils m'ont donné ça en disant, si on rêve un peu, peut-être qu'à horizon de quelques années, on aura 15% des gens qui interviennent dans l'entreprise, ce seront 15% de freelance. On n'en est pas là, on en est à quelques pourcents et encore. Donc voilà, donc il y a un enjeu, et en fait, on ne travaille pas en opposition, je pense qu'on travaille en complémentarité, et je crois aussi beaucoup au cycle de vie, c'est-à-dire que dans une carrière, un exemple, Samara, on peut avoir été salarié, on peut être freelance, on peut redevenir salarié et on peut être freelance. Alors mon rêve aussi, ce serait qu'en tant qu'employeur, on soit un peu plus souple, là, comme le font Malte, et qu'on offre à tous nos collaborateurs la possibilité aussi de faire des activités à côté, en freelance ou autre. Ce qui est dans le droit du travail français n'est pas quelque chose de très courant. Normalement, quand on se dédie à son employeur, on se dédie à son employeur et on ne peut faire une activité que s'il est d'accord. Il y a toujours cette crainte que c'est du temps volé, entre guillemets, à son employeur. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et là, mon fils m'a bien fait réfléchir sur le truc, parce que je vois la capacité à être sur plusieurs projets à la fois et travailler quand on veut, en ayant de l'engagement, c'est pas le sujet en fait. Donc on pourrait très bien avoir une activité cœur de salarié et en même temps faire des choses à côté. Donc il y a beaucoup de jeunes qui le font aujourd'hui, ne demandent pas la permission. Et je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir collectivement sur repenser le contrat de travail de façon plus large.